Bien, bonjour, bonsoir à toutes et tous. Vous êtes, je pense, un peu fatigués après cette discussion extrêmement instructive sur la popote législative en cours, à laquelle vous allez être tous et toutes soumis, parce que le droit fait autorité. Et je vais vous parler du droit, effectivement, dans le champ psychiatrique, quoique je ne sois pas juriste. Et je vais en parler, vous allez voir, de manière très différente de la manière dont le droit a été jusqu'à présent introduit. Je suis plutôt du champ de la philosophie et de la sociologie. Je fais de la théorie sociale. Et j'aborde le droit, donc, je dirais, de l'extérieur. Le droit n'est pas quelque chose d'externe au champ de la santé mentale. Le droit, depuis la modernité, c'est-à-dire depuis l'invention de la psychiatrie, fait partie de la structuration du champ psychiatrique. La psychiatrie, bien sûr, participe du vœu de la science et s'est détachée, s'est autonomisée, a été institutionnalisée dans les universités. Le droit s'est séparé de la science, s'est séparé de la science. Il a développé ses propres catégories de manière indépendante, bien sûr. Le droit, la science font les Lumières, le projet des Lumières, le projet d'une émancipation par la raison, mais il y a la société. Et en fait, l'histoire du champ psychiatrique, du champ, donc pas du discours psychiatrique, mais du champ psychiatrique, se tisse à l'intersection du droit, toujours présent, depuis Pinel, puisque le droit, puisque Pinel, l'invention de la psychiatrie, est absolument lié à la venue du droit moderne, à la naissance du droit moderne, des libertés civiles, la définition des capacités juridiques. Donc, si vous voulez, depuis Pinel, le droit fait partie, effectivement, du champ que l'on appelle aujourd'hui santé mentale et que l'on appelait avant psychiatrie. Je vais mettre l'accent sur le droit, effectivement, puisque c'est ça qui nous rassemble. Quand même dire tout de suite que le droit est omniprésent sous des formes multiples, et au moins deux, pas une. Il y a la question dont on vient de parler beaucoup, de la privation de liberté et des conditions juridiques de privation de liberté. Et puis, il y a les droits sociaux, les droits, l'accès aux soins, garantis par la Constitution depuis la réforme des années 90, le fameux article 23 de la Constitution, qui, au nom de la dignité humaine, déduit le droit à la santé, à l'aide médicale, le droit à l'aide juridique, c'est en toutes lettres, droit à l'aide juridique, droit à l'aide médicale, droit au logement, etc. Bien. Donc, si vous voulez, le champ psychiatrique est organisé par le droit, découle du droit et découle de ce qu'on vient de parler de démocratie, du projet démocratique comme tel. Il est intimement lié au projet démocratique. Ce n'est pas seulement, en d'autres termes, un projet de guérison ou de traitement de la maladie. Il y a quelque chose qui traverse la totalité du champ et qui est le droit. Bien. Alors, le droit, d'emblée, se présente, si vous voulez, sous une forme, dans notre champ santé mentale, très ambivalente, en fait. Ça m'a d'ailleurs amusé, hein, ce dispositif. Parce que d'un côté, le droit, c'est ça. Hein, c'est le contrôle, c'est la surveillance, c'est la contrainte externe. Et bien sûr, le droit est persécuteur. Pas seulement persécuteur des patients,
persécuteur des soignants, tout aussi bien. Donc le droit est ici à droite, et on a raison d'opposer ici le soin. Le soin qui est gentil, qui respecte la liberté, qui soigne la personne. Mais est-ce que c'est la totalité du droit, cette bipartition? C'est juste une petite remarque, Jean-Louis. Moi, j'aurais fait 3 pièces. Pas 2. Là, la contrainte. Le droit comme contrainte. Là, le soin. J'aurais ajouté une 3e pièce. Une boutique de droit. Une boutique de droit où on va réclamer ses droits parce qu'ils sont violés. Une boutique de droit avec des grandes affiches. Nous sommes tous des grands malades. Solidarité. Le droit, c'est aussi les libertés fondamentales. Le droit, c'est aussi l'émancipation. Et c'est ça l'ambivalence du droit, c'est que d'un côté, c'est le contrôle, ce sont des procédures, et d'un autre côté, c'est un projet de liberté fondamentale. Je vais y revenir, parce que Maître Oliver en a parlé tout à l'heure. Je vais commencer par en restant d'abord, vous allez voir, c'est un chemin un peu particulier, mais j'ai voulu un peu vous surprendre. Je vais commencer par le champ psychiatrique comme tel, le soin. Le soin. Quand Ricoeur, c'était en 1992, a été invité par l'Association des psychiatres français, il a fait un discours. Certains d'entre vous le connaissent sûrement, ce discours, cet exposé très célèbre, qui est devenu très célèbre. Il est très court. Il fait 5 pages. Et dans ce discours, Ricoeur, avec son intelligence, dit, au fond, la maladie se présente sous 2 formes. Pas une forme, toujours 2. Il y a d'une part la douleur. La douleur. Je ressens une douleur. Je suis ma douleur. Je vis ma douleur. La douleur, c'est ce qui est objectivable. Ça se ramène à la souffrance d'un organe ou d'un ensemble d'organes. C'est la douleur. Mais il y a d'autre part la souffrance. La souffrance, ce n'est pas la même chose que la douleur. La douleur, c'est ce que vous avez là dans le corps et qui rend la vie impossible. Bien sûr, parce que vous avez, par exemple, mal au foie ou un mal de tête ou que vous avez des symptômes somatiques envahissants. C'est une douleur. Mais la souffrance, c'est autre chose. La souffrance, c'est l'interrogation qui naît à partir de la douleur. C'est la perturbation du rapport à soi-même. Qui suis-je? Tout d'un coup, me voilà réduit à l'état presque végétatif. Je ne sais plus quoi faire. Qui suis-je devant les autres? Ils ne comprennent pas. On est dans l'incommunicable. Et c'est vrai pas seulement en santé mentale, hein. C'est vrai dans tout le champ de la médecine. Comment communiquer ce qu'on vit? Découvrir que personne ne peut vivre ce que je vis à ma place, que vous ne comprenez pas. Mais non, vous ne comprenez pas. Bon Dieu, vous ne comprenez pas. Je suis seul. Donc c'est l'axe du rapport à l'autre qui est en jeu, qui se découvre dans l'incommunicabilité. C'est la souffrance. Et d'autre part, dit Ricoeur, c'est l'autre axe de la souffrance, c'est le fait que, on en a parlé ce matin, c'était merveilleux, j'ai cessé d'être un agent de ma vie. Je suis devenu passif dans la souffrance. Je suis réduit à l'impuissance. Impuissance de faire, impuissance de dire, d'expliquer, impuissance d'imaginer un futur, réduit à l'état de présent, le mauvais présent, si vous voulez, le présent qui n'a pas de futur. Je suis malade et je souffre.
Ce que Ricoeur voulait dire, c'est pas qu'il y a certaines maladies qui sont de la douleur et d'autres de la souffrance, c'est qu'il y a un continuum et cette bipolarité existe toujours. Toujours. Il y a de la douleur et de la souffrance. Parfois, dans certaines maladies mentales, on a le sentiment qu'il n'y a que de la souffrance, qu'il n'y a qu'une interrogation. Et parfois, dans certaines maladies organiques, qu'il n'y a que de la douleur. Il n'y a pas de vraie interrogation. Mais c'est très rare. Ce sont des extrêmes. Maintenant, si vous tenez ça, que veut dire soigner ? Soigner, c'est bien évidemment, soigner, c'est s'adresser aux deux pôles. Le pôle de la douleur, le pôle de la souffrance. Nécessairement. C'est ça, soigner. C'est d'abord, bien entendu, s'adresser à la maladie, en fait, pour la supprimer. Il y a dans l'acte médical, quel qu'il soit, même psychiatrique, il y a toujours ce rêve. Nous allons supprimer la maladie, débarrasser le patient de ses symptômes. Donc, il s'adresse à la douleur et, au fond, ça fonde ce qu'on a... je suis désolé, je n'ai pas trouvé de mot en français. Les Anglais distinguent to cure et to care. To cure et to care. To cure, c'est soigner pour guérir. Mais la souffrance, ça ne s'abolit pas, ça ne se supprime pas comme une verrue. La souffrance, ça se traite sur le long terme. C'est le care, c'est le soin. Alors, ces deux pôles sont très présents dans nos débats, puisque d'un côté, nous venons de parler de l'urgence. Au fond, ce qui est à l'horizon, c'est to cure, de façon temporaire, et qu'après, espérons, après 40 jours, on peut le remettre dans la nature, n'est-ce pas ? Ce sujet qui souffre, to cure. Mais, d'un autre côté, la psychiatrie, c'est to care. La psychiatrie, c'est prendre en charge sur le long terme et de manière systématique, chronique, accompagner la souffrance. Ces deux pôles sont présents dans le champ de la santé mentale. Sur la dia, j'ai fait 2 colonnes. N'oubliez pas que c'est une manière de distinguer des pôles. Ce n'est pas faire des distinctions binaires. Qui est le soignant qui est en charge du cure ? C'est le professionnel, le médecin, les infirmières. Mais du care, qui est en charge ? Certains professionnels, selon la division du travail, et des non-professionnels. Celui qui vit avec une personne malade est en charge du care. Le voisinage est en charge du care. L'assistance sociale est en charge du care. L'objectif du cure, c'est la guérison. L'objectif du care, j'aimais bien ce matin l'expression rétablissement. Qu'est-ce que c'est le rétablissement ? Ce n'est pas nécessairement la disparition des symptômes. Enfin, vous n'êtes pas dans le champ psychiatrique, pourquoi que vous allez quand même guérir les gens ? C'est le rendre supportable. C'est négocier avec son symptôme. C'est inventer des dispositifs. Et c'est l'inclusion, l'objectif. Il s'agit de permettre aux gens, même malades,
de vivre avec, malgré et parfois grâce à leur maladie. C'est un autre objectif que tout cure. Je suis un peu sociologue, hein. Parfois je regarde les diplômes des gens et même leurs revenus. Il y a des hiérarchies professionnelles. Les spécialistes du cure, ils ont un diplôme le plus souvent universitaire et supérieur. Les spécialistes du care, plutôt supérieur ou pas de diplôme du tout. Pas de diplôme du tout. Les revenus du côté du cure sont élevés pour le spécialiste, un peu moins élevés pour le généraliste. Mais du côté du care, les revenus sont nécessairement plus bas. Il y a une hiérarchie socio-économique. Rassurez-vous, je ne vais pas réveiller la guerre des classes, mais c'est un constat. Un constat. Les lieux de prestation du soin sont différents. Si vous êtes dans le cure, vous devez être à l'hôpital, ou à tout le moins dans le cabinet de consultation du professionnel. Par contre, le care, c'est n'importe où. C'est surtout dans les familles. C'est surtout dans la domesticité que le care est administré. Et enfin, dernier point, donc la temporalité du soin est différente, puisque le cure a un commencement, mais il a une fin. Ce sont des actes discrets. Le care, c'est la mobilisation permanente du soignant. Tout le temps, à des degrés divers. Évidemment, la maman d'un enfant autiste est mobilisée 24 heures sur 24. Les intervenants à l'école, 8 heures par jour. Et le psychiatre, éventuellement 1 heure par mois. Donc, vous voyez, il y a des temporalités du soin qui sont différentes. En fait, le champ de la santé mentale fait apparaître cette bipolarité de façon exceptionnellement visible, exceptionnellement évidente. Parce que dans les autres champs, on peut réduire plus facilement, très souvent, l'acte de soigner au to cure. Quand vous êtes dans la médecine ordinaire, bien sûr. Mais le care est omniprésent dans le champ de la santé mentale. Alors, je voudrais maintenant poser une question. Et ce sera le deuxième point que je vais aborder. Attendez. Non, avant ça, une remarque. Une remarque concernant ce qui s'est passé dans... Si vous prenez un regard historique sur le champ de la santé mentale, moi je prends toujours la date de 1975. Pourquoi ? Parce que la date de 1975 est très importante dans l'histoire législative, parce qu'en 1975, on a reconnu les centres de santé mentale. On les a établis. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Il s'est passé que le secteur que l'on dit ambulatoire a complété l'offre classique, hospitalière et de consultation. Le secteur ambulatoire, avec ses centres, qui vont se diversifier, va offrir quelque chose qui ressemble plus au care qu'au cure. C'est le début d'une transformation. Et en fait, ce complément par l'ambulatoire a pris progressivement toute la place. En raison de dynamiques, en fait,
dont certaines, alors je ne vais pas rentrer dans l'historique, on pourrait en faire vraiment un séminaire sur cette question. Pourquoi le champ de la santé mentale a à ce point changé? Qu'est-ce qui nous a conduit à la loi de 2010? Qu'est-ce qui nous a conduit là? Mais en un mot, problème budgétaire de l'État social, il faut raccourcir les durées de séjour à l'hôpital, bien sûr. Problème aussi juridique, ah, on y est. Arrêt Winterhoep, 1979, un Hollandais va se plaindre à la cour de Strasbourg d'avoir été interné par l'État hollandais. L'État hollandais est condamné par la Cour des droits de l'homme. Et le vœu d'assurer une protection de la liberté des personnes se répand dans toute l'Europe. Nous vivions une phase très heureuse de l'Europe, une phase de montée des libertés fondamentales. Probablement que cette phase est arrivée à son terme. Donc, il y avait ça. Il y avait l'évolution des mœurs. Il fallait développer l'éthique de l'authenticité personnelle. Enfin, tout ça fait que, effectivement, l'ambulatoire grandit et devient pratiquement l'englobant du champ de la psychiatrie, du champ de la santé mentale. L'hôpital est là, mais surtout, il est là pour qu'on n'y reste pas, à part un résidu qu'on essaye de comprimer, qu'on essaye de réduire. On assiste à, c'était le mot-clé des années 2000, 2010, au réseau, la mise en réseau des soins. Donc tout ça, au fond, favorise, dans une certaine mesure, une logique du care. Tout ça favorise une logique du care. Mais c'est compliqué. Parce qu'il y a encore des dispositifs qui sont fondés sur le cure, par exemple celui de la consultation. Il y a quand même un système maladie-invalidité qui n'est pas là pour financer le care, mais pour financer les actes médicaux du cure. Donc ça rend les choses compliquées sur le plan des dispositifs administratifs. Et parfois, il y a trop de care et pas assez de cure. Parfois, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de personnes qui devraient être soignées au sens classique du terme, et qui sont laissées dans la nature jusqu'au moment où, pour accéder aux soins, je vais le dire de façon un peu paradoxale, elles sont bien obligées de commettre des délits. Alors, elles sont prises en charge. Alors, effectivement, on commence à parler de soins planifiés. Mais sinon, dans l'indifférence de la civilité urbaine, dans le libéralisme qui s'est installé dans nos sociétés, un comportement de souffrance n'est pas distinguible d'un comportement habituel, normal. Donc, on se trouve devant une situation un peu paradoxale, et le champ de la santé mentale vit de ce paradoxe, d'être au fond un champ qui porte le care comme promesse, et en même temps qui a du mal désormais à s'articuler avec son autre pôle. Maintenant, juste le petit détour auquel vous vous attendez peut-être pas, parce qu'on n'en parle pas assez. Je voudrais vous parler de la justice. Attention, pas de la justice, du droit. Je vais y venir au droit. Non, de la justice, des théories de la justice. Il y a quelque chose qui est en train de se produire aujourd'hui dans les discussions de la philosophie politique et des théories de la justice. Quelque chose qui est assez, à mon sens, nouveau. Au fond, on pose la question suivante. Qu'est-ce que ça serait une société juste qui ferait du care un droit fondamental de chacun? Chacun,
pas le cure. Chacun a droit au care. Cela revient à poser la question, comment faisons-nous société avec des gens avec lesquels il est très difficile de faire société? C'est-à-dire, évidemment, le public auquel vous avez affaire, qui témoigne, on utilise, ici j'ai entendu ce matin le terme antisocial. Bon, c'est ça, faire société avec les antisociaux, avec ceux qui n'ont pas les capacités cognitives, qui n'ont pas les capacités motrices, ceux qui sont privés de ces capacités. Est-ce qu'on peut faire justice avec eux? Cette question est en train d'émerger de façon intéressante. Je vais vous dire, en fait, je dis bien celles qu'il faut féliciter, ce sont les féministes. Pourquoi? Parce que les féministes, elles ont parfaitement compris que tout le travail du care tombe sur les femmes. Et ce travail est injuste. Pas le travail en tant que tel, la division du travail est injuste. Donc vous avez des philosophes féministes, Martha Nussbaum, Johan Tronto, on pourrait en citer d'autres, qui ont travaillé sur cette question. Comment intégrer le care dans la justice, dans la démocratie? D'une manière générale, d'ailleurs, ça traverse, au fond, notre conscience morale. Aujourd'hui, il y a un livre de Martha Nussbaum qui est « Frontiers of Justice ». Or to go beyond the frontiers of justice. C'est quoi les frontières de la justice? Les frontières de la justice, c'est que quand on pense la justice et qu'on établit, je vais y venir, le droit, on pense aux gens qui sont adultes, qui sont mûrs, qui ont des capacités cognitives, qui ont des capacités de volonté et qui passent des contrats entre eux en toute connaissance de cause et qui prennent leurs responsabilités. On oublie complètement qui? Les enfants. Ben oui, il y a quand même beaucoup de monde. Ah, on dit c'est une exception. Ils vont devenir adultes. On oublie les vieux là, à l'autre bout de la vie. Ceux qui sont devenus incapables, Alzheimer. On oublie tellement de gens au cours de la vie. Parce que nos capacités de choisir, d'être libre, de passer des contrats, nos capacités, ce sont des montagnes russes. Ce n'est pas quelque chose qui est acquis à 18 ans. C'est idiot. C'est idiot de croire ça, que c'est acquis à 18 ans et que, à partir de 18 ans, on n'a plus affaire qu'à des gens indépendants qui savent ce qu'ils font. Bon. Donc, beyond justice, comment on inclut les enfants? Comment on inclut les handicapés? Comment on inclut les vieux dans la justice? C'est pas rien tout ça. Beyond justice, c'est peut-être aussi comment on inclut ceux qui sont à l'extérieur de la nation. Parce que quand on raisonne sur la justice, on raisonne toujours sur une société nationale. Oui, mais aujourd'hui, vous avez suivi la COP, je suppose. Ils ont raison, hein, les gens du Pacifique qui voient leurs îles disparaître. C'est vous les responsables, disent-ils aux Occidentaux. Oh non, 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 c'est pas dans notre théorie de la justice. C'est beyond frontiers. Et je vais même vous dire, au-delà de tout ça, c'est le plus troublant. Et les animaux. Est-ce qu'on peut être juste avec les animaux? D'habitude, dans les discussions morales, quand on parle de ça, on dit « Ah oui, mais on peut avoir de la compassion vis-à-vis des animaux. On peut avoir de la compassion ou de la... Pourquoi ne peut-on pas faire souffrir les animaux? Mais on peut dire aussi, c'est la thèse de Martha Nussbaum et d'autres, c'est injuste au sens fort de la justice, parce qu'on empêche les abeilles, les chiens, les singes, les éléphants,
de poursuivre leurs biens, une forme de vie. Donc la question de la justice à l'égard des animaux est devenue la question clé, en fait, du XXIe siècle. Là, on est... C'est volontairement que je vous dis ça, parce que on est en train de changer complètement d'axiomatique et d'imaginer un continuum entre le non-humain et l'humain. Et sur ce continuum, entre le non-humain et l'humain, il y a les enfants, il y a les fous, il y a les handicapés, et il y a les animaux. Ah, ça vous choque, hein? Vous êtes des bons petits humanistes. Vous croyez que la justice, ça ne vaut que pour les humains. Et vous supposez que la distinction est claire. Non. Les débats sur la théorie de la justice appellent deux renversements qui sont fondamentaux pour donner une place au care et pour donner pour changer véritablement notre perception de la maladie mentale. Le premier renversement, c'est qu'on doit rompre complètement avec une version non réaliste de l'individu. C'est un peu le problème, je vais y venir, des juristes. Ils supposent toujours qu'ils ont affaire à des hommes rationnels. Toujours. Enfin, monsieur, vous n'êtes pas venu à la consultation. Vous n'êtes pas... Soyez un peu raisonnable. Oui, mais le donné, c'est autre chose. Le donné, c'est une grande pluralité de capacités, des inégalités de capacités. Avant de vouloir, il faut pouvoir vouloir. Et pouvoir vouloir, c'est la capacité. Il y a un deuxième renversement, qui est que, très souvent, la justice, nos théories de la justice supposent que nous sommes des atomes et que, surtout, nous sommes indépendants les uns des autres, alors qu'en réalité, regardez votre vie. Il ne faut pas chercher loin, hein. Chacun peut s'inspecter. Bonjour, mesdames et messieurs les dépendants. Vous dépendez. Vous dépendez de vos parents. Vous avez dépendu. Vous dépendez de vos conjoints. Vous dépendez de vos enfants. Quelle charge! Où est l'indépendance? Donc, partir de la dépendance et se donner, non pas, ça ne veut pas dire qu'on abandonne l'idéal d'autonomie, mais l'idéal d'autonomie est une finalité rarement atteinte. On pose rarement des choix libres. Rarement. Donc, il faut partir plutôt de cette idée que nous devons donner des capacités aux gens pour être libres, sans supposer qu'ils sont déjà libres, volontaires. Très compliqué. Mais la psychiatrie, ça sert à ça, fondamentalement. Pourquoi est-ce qu'on prend donc soin? On prend soin pour permettre au sujet de se développer. Et de quoi est-ce qu'on prend soin? Des pouvoirs qui comptent. Il y a des grandes discussions là-dessus, sur la liste des capacités, on appelle ça. Mais quels sont les pouvoirs qui comptent? Oui, bien sûr, pour pouvoir décider, il faut pouvoir manger, avoir les besoins de base couverts, le logement, il faut la santé, bien sûr. Maintenant, il faut aussi, parce que nous sommes dans une société qui fonctionne ainsi, du revenu. Il faut avoir du revenu. Maintenant, l'un ne remplace pas l'autre. Et dans le revenu ne remplace pas l'accès aux soins. Donc, il y a beaucoup de conditions
pour faire une société d'hommes libres. Et en fait, la prise en charge doit porter sur tout ça. Alors le care n'est pas une capacité parmi d'autres. Le care traverse toutes les capacités pratiquement, ou en tout cas la plupart d'entre elles. Il ne faut peut-être pas beaucoup de care pour distribuer de l'argent. Ça, c'est vrai. Enfin, une machine peut faire le job. Mais il faut du care pour éduquer. Il faut du care pour la santé. Il faut même du care pour la socialité. Il faut du care pour tout. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, de possibilité d'une société libre sans ce travail-là, du care. Maintenant, ce qui est important, et c'est pour ça que les féministes sont géniales, ce qui est important, ce n'est pas que chaque malade a besoin du care, ou chaque enfant, c'est que ceux qui produisent du care sont aussi sujets à la justice. Ils doivent pouvoir choisir de fournir du care. Ils doivent pouvoir être aidés dans le travail du care, pas laissés seuls. Et pour ça, oui, il faut penser à la justice dans la famille. Et pas seulement la justice dans l'espace public. Dans la famille. Il faut pénétrer dans la famille. Donc, si vous voulez, il y a la question qui apparaît, qui émerge. On l'a dit ce matin, on n'est pas très loin avec les aidants, avec le tiers aidant, avec le père aidant, avec l'aidant proche. Tout ça, c'est informel, à part quelques petits trucs. Par exemple, on a obtenu de pouvoir garer la voiture de l'aidant proche près de la personne aidée, c'est protégé. Éventuellement, on reçoit une petite vignette pour se parquer sur le trottoir. Bon, c'est déjà pas mal. Enfin, c'est un peu insuffisant. En fait, vous voyez bien, on a besoin, aujourd'hui, puisque nous sommes dans la déshospitalisation, et puisque le care n'est pas seulement un objectif de soins, mais aussi un objectif de justice, on a besoin d'un autre financement des réseaux. L'État social n'a jamais pensé la maladie sur ce modèle, mais pourtant nous y sommes. Et l'État social y est, pour ainsi dire, malgré lui. Donc nous devons redistribuer des ressources pour permettre ce travail, et puis surtout, nous devons donner de la reconnaissance. Ne pas stigmatiser. Aucune chance. Enfin, quiconque a jamais prodigué des soins, au sens du care, sait que la normativité interne, c'est le respect. C'est la reconnaissance. On a dit, et je ne dis pas que tout ça est complètement absent. Ça germe. On a dit tout d'un coup, au bout de votre exposé, maître, vous disiez, il faudra quand même demander le consentement. Le consentement sans cesse. C'est ça la reconnaissance. On a cette idée. Je ne suis pas en train d'inventer des choses qui n'existent pas. C'est déjà à l'œuvre, mais ce n'est pas thématisé. Ce n'est pas construit. Je vais terminer par le droit. Le droit, ce n'est pas la justice. La justice, je viens de parler de la justice, on peut faire des théories de la justice. Le droit, c'est autre chose. Le droit, c'est une institution. C'est une institution qui autorise, qui produit des règles valides, qui, en vertu de certaines qualités spécifiquement juridiques, construites par la Constitution, pas par la théorie de la justice, par la Constitution, assure que ces règles doivent être appliquées dans l'ensemble d'une société.
Ça ne veut pas dire que le droit est indifférent à la justice. Il y a il y a des théories de la justice dans le droit. Il y a des intuitions justes. Mais il y a d'autres choses. Il y a de la technique. Il y a de la contrainte. On en a parlé tout à l'heure. On n'a pas arrêté de parler de qui téléphone à qui envoie un mémo à qui. Enfin, tout ça, ce sont des trucs organisationnels. C'est de la coordination. Bien sûr, il y a des choses efficaces, d'autres qui ne le sont pas. Donc le droit doit régler tout ça. Donc le droit est une institution. C'est une institution dans laquelle aussi il y a des rapports de force politique. Bien sûr, il y a des rapports de force politique puisque le droit est issu, en partie du moins, du travail du législateur qui est un Parlement. Et où donc il y a des négociations politiques. Bien. Donc le droit n'est pas la justice. N'est pas la justice. Néanmoins, ce que je voudrais soutenir avec vous, enfin, il me reste 10 minutes, ça va 5 ? OK. Ce que je veux soutenir, c'est que le droit doit maintenir quand même un lien avec la justice pour donner du sens. Pour donner du sens. Alors, je voudrais faire 2 remarques, et je me contenterai de 2 remarques, elles sont sur le slide. Première remarque, en fait, dans le droit, je vous ai parlé d'une théorie de la justice qui donnerait les capacités. C'est une théorie de la justice qui est partiellement répercutée par une partie du droit, surtout le droit social. Le droit social admet la dépendance. La dépendance. Par contre, le droit civil, c'est plutôt construit sur l'autre modèle, sur le modèle atomistique. Tu es Pierre, je suis Paul, nous allons construire une maison, tu me vends les briques, nous signons un contrat, tu me fournis les briques et il y a un juge qui surveille. Nous sommes des adultes. Ce n'est pas une affaire avec qu'on traite avec un enfant, ni avec un vieux qui a de l'Alzheimer. Enfin, je vous déconseille. Donc, droit civil porte en nous une autre théorie de la justice. Droit pénal aussi. On a parlé de droit pénal. Le droit pénal ressemble beaucoup, en fait, dans sa conception de la société, des individus au droit civil. On suppose l'individu volontaire, responsable, délié de ces chaînes de co-responsabilité avec son entourage, avec sa situation sociale. On isole l'individu. C'est ça que fait le droit pénal. Il isole l'individu. C'est pour ça que les sociologues sont toujours fâchés contre les juristes, contre les pénalistes. Bon, mais laissons les sociologues, ce n'est pas la question. La question, c'est le modèle de justice. Donc, il y a plusieurs modèles de justice. Et un des enjeux aujourd'hui du droit, c'est d'être capable, vous, et j'ai inclus les juristes, de faire valoir le modèle du Caire. De faire valoir, dans l'édifice juridique, une conception de la justice qui soit un tant soit peu réaliste et qui favorise, en fait, une version coopérative de la société plutôt que concurrentielle. Ça, là, il y a un enjeu. Et puis, il y a un deuxième enjeu. Je vous disais, le droit, ce n'est pas la justice. Le droit, c'est des règles. C'est des règles très complexes. On en a parlé tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez tout suivi à tout moment. On a des spécialistes, on a des professionnels, ils connaissent les règles. Et les règles, avec les règles, on fait beaucoup de choses. Mais parfois, on ne fait pas de justice. Mais pas du tout. On applique les règles. Si vous appliquez les règles telles qu'elles sont, effectivement, le droit devient de la contrainte des règles. C'est-à-dire, c'est ça, et vous oubliez la boutique de droit. Vous oubliez les droits des sujets qu'ils revendiquent à juste titre
juste titre. Au nom de la justice, j'ai le droit d'être soigné. J'ai le droit d'avoir un accompagnateur quand je vais au cinéma. J'ai le droit d'avoir une aide pour accompagner mon enfant qui est autiste et j'en peux plus. Je suis femme célibataire. J'ai le droit. Ce n'est pas dans les règles, mais c'est dans le droit. Parce que le droit, comme il est très compliqué, il a prévu une hiérarchie. Et au sommet de la hiérarchie, des normes. Figurez-vous, il y a les normes constitutionnelles. Ben oui, il y a les principes de droit. Et les principes de droit, c'est le droit à l'aide médicale, l'aide juridique. Donc, vous avez droit à ça, même si ce n'est pas dans les règles. Et même si le fonctionnaire va tout faire pour appliquer de façon restrictive les règles, parce qu'il a des objectifs budgétaires qui lui sont imposés par le ministère. Bon, vous connaissez ça. Donc, c'est une manière de vider le droit de son sens, de réduire le droit à des règles. Et il y a une autre manière, du point de vue du sujet, c'est d'instrumentaliser le droit. Et ça va d'ailleurs strictement de pair. Le droit, sont des règles dont on se sert sans recherche de cohérence et sans recherche de justice pour défendre des intérêts. Je ne peux pas médire des avocats, enfin, maître, vous serez d'accord avec moi que dans la profession, il y a quelques spécialistes. Bien sûr, évidemment. On est tous divisés par rapport à ça. Vous les trouvez aussi dans l'administration, je vous rassure. Je n'ai rien contre les avocats. Donc, nous devons distinguer entre le droit comme droit objectif, l'ensemble des règles qui s'imposent et dont les spécialistes nous donnent les multiples conséquences, tirent les multiples conséquences. Et puis, nous devons distinguer les droits subjectifs, qui sont le sel de la démocratie, qui sont ce pourquoi la démocratie a du sens. Nous sommes en démocratie pour défendre les droits des malades. Nous sommes en démocratie pour défendre les droits des pauvres, des femmes, des soignants. Et au fond, c'est une exigence infinie. C'est ça qui est déroutant, c'est ça que les économistes n'aiment pas, quand on vient avec des revendications infinies. Mais quand même, il y a des aménagements sociaux qui satisfont plus ou moins ces droits subjectifs. Bon, voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là. Vous êtes fatigués. Donc, voilà. Merci de m'avoir écouté. Je réponds à vos questions.